Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Moi c'est Romain et à mes côtés je retrouve comme chaque semaine Gauthier Jurgensen, journaliste cinéma à Satellite Facts et créateur de Originals. Et aujourd'hui, vu le sommaire, est-ce que ce serait pas notre double agent de la rébellion ? Ah ouais, je vais essayer d'avoir autant de courage qu'il faut pour pouvoir mener la rébellion intergalactique. Dis donc Romain, c'est bizarre, on est tous les deux habillés comme la semaine dernière. C'est très curieux. Effectivement, cette émission, pour des raisons de vacances, Exactement. est pré-enregistrée. Heureusement qu'on a pu avoir les épisodes à l'avance. Et les épisodes dont on parle aujourd'hui, c'est la saison 2 de Andor, voilà, le retour de la série Star Wars qui, avec The Mandalorian, est une des séries qui compte, qui fait l'unanimité et chez les fans et chez les critiques. Donc une saison 2 qui débarque le 23 avril, qui a débarqué le 23 avril dernier. En suivant notre rubrique Ne cherchez plus, avec toujours une de tes bonnes recos, Gauthier. Ce sera quoi cette semaine ? Et alors, je vais vous parler de la série qui est en 2 saisons pour le moment, la série Monstre sur Netflix, qui s'intéresse pour sa première saison au tueur Jeffrey Dahmer et pour sa deuxième saison au frère Menendez. On se fera ensuite l'agenda avec une sélection des sorties marquantes de la semaine. Vous écoutez Originals, l'émission 100% plateforme en partenariat avec Cinéma Teaser, disponible sur toutes les plateformes de podcast. D'abord un film, Rogue One, puis une série en 12 épisodes en guise de préquel en 2022. Et aujourd'hui, une saison 2 prévue pour mettre fin à la série et recoller avec le film, qui était lui aussi un préquel à Star Wars épisode 4. Infiltration. Sabotage. Exécution. On a fait des choses terribles au service de la rébellion. Cassian Andor. Quoi que tu me dises et quoi que tu te dises à toi-même, à la fin tu mourras en combattant ces pourritures. Est-ce que tu préférerais pas frapper un grand coup ? Gauthier, j'ai envie de te demander, mais qu'est-ce que c'est comme préquel ? On n'y comprend plus rien. Alors, je vais essayer de vous faire ça en... Ça va être très difficile, j'avais pas pensé qu'il faudrait faire cet exercice. Bon... Star Wars, tout le monde voit ce que c'est à peu près. C'est avant tout 9 films qui eux-mêmes n'ont pas été sortis dans l'ordre. On a eu dans les années 70 et 80 les épisodes 4, 5, 6. Ensuite, on a eu justement une trilogie préquelle, c'est-à-dire que c'était les épisodes 1, 2, 3 entre les années 90 et 2000. Et dans les années 2010, on a eu la suite avec les épisodes 7, 8 et 9. Star Wars, ça raconte en gros dans une galaxie lointaine, très lointaine. Je pense que voilà, Dark Vador contre Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, tout ça. Bon, voilà. Et puis ensuite, Disney qui avait racheté la franchise s'est dit il va falloir continuer à pondre du Star Wars un petit peu. Donc ils nous ont fait des épisodes spin-off. Les épisodes spin-off, ce sont 2 films qui se déroulent tous les deux, il me semble, entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Il y en a un sur le personnage d'Han Solo qui s'est totalement planté au box-office. Et il y en a un autre qui est sorti en 2016 qui s'appelle Rogue One et qui se passe juste avant l'épisode 4. Dans l'épisode 4, il y a une grosse base militaire qui s'appelle l'Étoile Noire que les rebelles vont aller détruire. Pour la détruire, il faut trouver les plans de l'Étoile Noire. Et comment on a trouvé les plans de l'Étoile Noire ? C'est toute la question de l'épisode Rogue One. C'est ça que ça raconte. La rébellion trouve les plans de l'Étoile Noire et les passe aux bonnes personnes pour que... Il puisse éradiquer l'arme. Exactement. Mais comme c'est pas assez confus tout ça, on a fait une série qui se passe avant Rogue One et qui donc va raconter essentiellement d'où elle vient cette rébellion. C'était qui les premiers rebelles ? Qui s'est opposé à l'Empire en premier ? Et donc, cette série Andor sur Disney+, raconte l'avènement de la rébellion intergalactique qu'on va suivre ensuite dans les films 4, 5 et 6. Voilà. Tout à fait. Je crois que j'ai raccroché les ragons. C'est bon. Ouais, c'est ça. On est bon, je t'ai regardé faire. C'est comme si je t'avais poussé dans l'eau et que je te jetais pas de bouée. C'est ça.
Alors la série, elle est créée par Tony Gilroy, notamment, qui était déjà à l'œuvre sur Michael Clayton ou sur Rogue One. Donc c'est vraiment la suite de Rogue One pour lui. Je crois que c'est lui qui avait fait un film que j'adore qui s'appelle Night Watch. Avec Jack Gyllenhaal. Jack Gyllenhaal, pardon. Et excusez-moi pour ce truc très très long. Non, mais si vous n'avez pas vu Night Watch, il faut absolument le regarder. Très grand film. Alors, déjà, puis si on se recadre un petit peu, donc la première saison, elle est sortie en 2022, il me semble. Ouais. Exactement. Donc maintenant, ça fait quelques années que c'est passé. C'est une série qui était attendue parce que elle a été très plébiscitée, c'est ce que je disais en ouverture, que ce soit par les fans de Star Wars, qui sont très difficiles à contenter depuis l'épisode 8, on va dire, et aussi les critiques, qui reconnaissent un certain talent dans l'écriture, dans les dialogues, dans la mise en scène, qu'on ne retrouvait pas vraiment dans les autres productions sur Disney+, estampillées Star Wars. Donc avec Mandalorian, c'est les deux séries qui sortent un petit peu la tête de l'eau. Et donc moi, je voulais savoir en premier lieu, Gauthier, comment tu avais trouvé la première saison de Andor ? Je suis tout à fait prêt à reconnaître ses grandes qualités, notamment narratives. C'est vrai qu'on nous raconte des choses qui sont adultes, en fait. C'est la première fois qu'on voit vraiment un épisode de Star Wars en série, il se trouve, qui se tourne vraiment exclusivement vers un public adulte. On se dit que vraiment les gens de moins de, on va dire 12, 13, même 15 ans, s'ennuieraient beaucoup devant un truc pareil. Parce que ça raconte quelque chose... C'est presque un film de guerre, c'est presque un peu l'armée des ombres de Star Wars, quoi. C'est comment est-ce qu'on va dans l'ombre mener les prémices d'une rébellion, d'une révolution, comment on fait de la résistance toute petite, quoi, microscopique au départ, et comment faire pour renverser le gouvernement en place. Donc déjà, c'est une proposition qui est assez étrange, de voir du Star Wars qui ne s'adresse pas à tout le monde, mais c'est pas du Star Wars familial, quoi. Donc ça, c'est une proposition qui est intéressante. Après, je trouve étrange, à travers la première saison d'Andor, c'est la première fois que ça m'a fait ça en regardant du Star Wars, de voir en gros que plus Star Wars s'éloigne de Star Wars, plus on l'aime, quoi. Il y a tout un tas de petits détails, notamment dans la première saison, qui me font un petit peu sortir de l'univers Star Wars. Par exemple, il me semble que c'est dans la première saison qu'il y a un personnage d'antagoniste qui est juste quelqu'un une sorte d'administrateur, de fonctionnaire ultra procédurier. C'est ton petit chef au bureau au début. Voilà, c'est ça. Et qui vit encore chez maman et qui du coup le matin se lève et prend un paquet de céréales et se verse du lait bleu dans ces céréales qu'il regarde de manière triste. Je me dis, mais attends, ça c'est pas dans Star Wars, ça normalement, ça c'est mes matinées à moi, ça. Tu vois. C'est comme dans Skeleton Crew où le père d'un des héros a des lunettes, et c'est la première fois qu'un personnage avait des lunettes normales dans Star Wars. C'est des trucs un peu étranges. Effectivement, puis tu te mets à te poser plein de questions débiles du coup, parce que s'il y a des céréales dans Star Wars et qu'il y a un paquet de céréales, il y a forcément une mascotte sur le paquet. Et c'est quoi la mascotte du paquet, du coup ? C'est quoi ? Moi, c'est un porg ? C'est un tantan ? C'est quoi ? Moi, je pense que c'est l'éléphant bleu qui joue du piano chez Jabba. Puis il y a forcément un petit cadeau dans le paquet de céréales. Enfin bon, je me pose tout un tas de questions. Voilà. Alors, si on revient à notre série, Tony Gilroy donc, a structuré cette saison, comme la dernière, en 4 arcs narratifs qui font 3 épisodes, et chacun, cette fois, couvre une année. Et ça illustre la transformation progressive du personnage de Cassian Andor, personnage principal et éponyme de la série. Comment tu trouves ce découpage de se dire, tiens, là, on va être en -5 avant Rogue One, puis en -4, puis en -3, en -2, etc. C'est parfois assez brillant. Par exemple, il y avait un arc narratif en 3 épisodes, il me semble, dans la première saison, où le personnage principal se faisait arrêter et jeter en prison. Et en prison, il était aux travaux forcés et il devait tous les jours faire des tâches totalement absurdes sans savoir ce qu'il était en train de créer, de faire, à quoi se destinait ce travail-là. Et on découvrait en toute fin de saison qu'en fait, tout simplement, il était en train de fabriquer l'étoile noire. Hey. Et ça, c'était quand même assez malin. C'était assez bien réussi. Après, bon, effectivement, ça fait des saisons de beaucoup d'épisodes, puisqu'il y a 12 épisodes, tu l'as dit.
Et ça fait une série qui, effectivement, se suit pas beaucoup et parfois même oublie un petit peu ses propres éléments narratifs. Par exemple, je me souviens très bien que la première scène de l'épisode 1 de la première saison, il est motivé par le héros qui cherche sa sœur. Et alors, il va dans une sorte de cabaret de prostitution. Même, il y a ça dans Star Wars, maintenant, il y a de la prostitution, c'est un peu fou, quoi. Et donc, il va dans ce cabaret, il va demander des renseignements pour retrouver sa sœur. Et on n'entend plus jamais reparler de sa sœur après. Et ça, c'est un petit peu bizarre. Parfois, tu as un petit peu envie de leur dire, relisez-vous quand même. Hein. Tous les arcs ne se valent pas, mais moi j'aime bien ce découpage. J'aurais bien aimé même qu'ils les diffusent en même temps, un peu comme l'avait fait Netflix avec Arcane, où ils relâchaient les épisodes 3 par 3. Ouais. Je trouve que c'est un rythme qui permet de se poser, de pas tout binger, mais qui permet quand même oui, t'as raison, oui. d'avoir une certaine satisfaction. Alors la série, elle aborde des thèmes tels que la montée du fascisme, la surveillance étatique, la radicalisation politique. Ça a sa place pour Star Wars, dans Star Wars, pour toi, tout ça ? Je pense que ça a plus sa place dans Star Wars que n'importe où ailleurs, en fait. Parce que si on revoit Star Wars... Bon, je sais que les gens qui ne regardent pas Star Wars nous ont déjà quittés, de toute façon. Mais si on regarde Star Wars de cet œil-là, on en profite mieux, je trouve. Surtout les épisodes 1, 2 et 3 qui ont été tellement critiqués au moment de leur sortie. Tout le monde les trouvait grotesques et moches et tout ça. Oui, mais si on essaye de regarder le sous-texte politique qu'il y a derrière, au fait, c'est une œuvre très très valable, ces 3 premiers épisodes. Donc c'est avec ça que Andor essaye de renouer. Je vois bien l'idée. Donc je trouve que ce discours politique et ce ton adulte a sa place dans Star Wars. Là où c'est un autre sujet, mais je commence à être un peu perplexe, c'est que on voit dans Andor des gens qui sont dans Rogue One, donc le film qui suit Andor, et Diego Luna en particulier, le héros, c'est lui qui revient pour rejouer son propre rôle. Sauf que tout ça est un préquel, et maintenant il a 10 ans de plus que quand il a joué Rogue One. Donc on va faire des saisons de Andor pendant combien de temps? C'est la dernière. Oui, c'est ça. Hein, c'est la dernière. C'est bien ça. Donc la prochaine saison, on espère qu'elle va nous raccrocher les wagons directement avec Rogue One. Du coup, Andor, c'est une série de science-fiction ou un thriller politique déguisé pour toi ? Alors déjà, moi j'ai toujours du mal à parler de Star Wars en disant que c'est de la science-fiction, puisque le carton d'introduction si célèbre, c'est il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine, donc on nous parle plutôt du passé que de l'avenir. C'est le propos de Star Wars n'a jamais été de nous dire, comme dans Black Mirror la semaine dernière, et la technologie, si elle progresse, comment elle va impacter nos vies. On sait qu'on est dans un monde totalement déconnecté du nôtre. D'ailleurs, c'est pour ça que je me plains du paquet de céréales, c'est que tout devrait être déconnecté de notre monde, on ne devrait jamais se reconnaître dans Star Wars, presque jamais. On est plus proche du space opéra, on va dire, que de la science-fiction. Donc space opéra un petit peu politique et adulte, effectivement. Dites-vous simplement que si votre cliché de Star Wars, c'est de voir des gens maîtriser la force, sortir des sabres laser, vous dire que la force soit avec toi, etc. Là, on fait un pas de côté par rapport à ce Star Wars-là, quoi. Il n'y a pas de Obi-Wan Kenobi, il n'y a pas de Jedi, il y a des gens ordinaires, entre guillemets, dans le milieu de Star Wars, un peu des prolétaires de la saga Star Wars qui se réunissent parce qu'ils ont des convictions, ils ne veulent pas de l'Empire intergalactique, ils veulent le renverser. Je sais pas, c'est un film de résistance dans l'univers Star Wars, quoi. Moi, ce que j'aime bien, c'est justement de voir comment est-ce que devant un État fasciste, un gouvernement particulièrement autoritaire, violent, qui annihile chaque liberté, etc., comment les différentes strates de la société s'adaptent. Parce qu'on voit certaines classes sociales très, très aisées, liées au commerce, par exemple, qui s'en acclimatent tout à fait. On voit des personnages comme celui que tu as cité tout à l'heure, qui est ton petit chef au bureau, mais qui va devenir un agent de la Gestapo. Donc, il y a plein de personnages comme ça qui n'ont pas la conviction de l'Empire, mais qui, par opportunisme ou par peur, vont aller dans un sens, et puis d'autres qui vont justement s'inscrire en faux et en contre, qui deviennent nos héros, mais c'est pas forcément des héros, c'est aussi des anti-héros.
Et quand on se souvient quand même que Luke Skywalker, en explosant l'étoile noire, fait plusieurs centaines de milliers de victimes parmi les travailleurs. Ouais, c'est la théorie qu'il y a dans Clerks. Là, faut reconnaître que ce soit Saw Gerrera qui est joué par Forest Whitaker, qui est le côté extrémiste de la rébellion et de la résistance radicale, terroriste. Ouais. Et on a à côté de ça d'autres qui veulent essayer de corrompre justement par l'intérieur, par la monnaie, par un double jeu. Il y a beaucoup de choses et c'est ça que moi j'aime beaucoup dans ce Andor, et c'est notamment via les personnages secondaires. Donc il y en a 2 qui pour moi sont incontournables. Il y a d'un côté Mon Mothma qui va devenir la leader de l'Alliance. C'est cette femme rousse à la coupe à la Mireille Mathieu qu'on avait vue dans les années 70, qui a été recastée depuis, mais qu'on a là et qu'on avait déjà dans les épisodes 3 au moins, c'est sûr, et qui là va évoluer pour justement devenir cette figure de proue de la rébellion. Et on a un personnage beaucoup plus ambivalent qui est joué par Stellan Skarsgård et qui pour moi est l'atout charme, mais pas au sens charme, c'est au sens vraiment idéologique de la chose, parce que lui il mène un double jeu. Oui, c'est un infiltré. C'est un infiltré qui se fait passer pour un bouffon, un peu comme Bruce Wayne, voilà, alors qu'il est justicier dans l'autre, quand la nuit tombe. Enfin, il y a ce côté-là. Et lui a des lignes de texte et de dialogue particulièrement bien foutues. Oui, il avait un monologue dans la saison 1 sur son engagement et son sacrifice qui était assez touchant. Ouais. Saison 1, épisode 10, fin d'épisode, quelque chose qui est vraiment qu'on a rarement vu dans Star Wars en termes d'écriture. On est loin, pour le coup, des lignes de George Lucas. Ouais, qui savait moins bien écrire des dialogues, c'est vrai. C'est vrai, et je trouve que t'en parles très bien, et je pense qu'une des grandes réussites d'Andor, c'est d'arriver à montrer que si on imagine que Star Wars est un univers, bah dans cet univers, il y a forcément différentes classes sociales de gens, et ça nous fait un petit peu des découpes sociales comme ça, presque des parts de gâteau, où on va voir ce qui se passe chez les ouvriers, on va voir ce qui se passe chez les fonctionnaires, on va voir ce qui se passe chez les dirigeants, chez les bourgeois et tout ça. D'ailleurs, je ne spoile rien, mais en voyant le premier épisode de la saison 2, j'ai vu passer une flûte de champagne et ça m'a fait le même effet. Je me suis dit, il y a des flûtes de champagne dans Star Wars, je reconnais trop mon monde. Il y a une sorte de boule disco à facettes DJ aussi, c'est pareil, c'est un peu étrange de voir de la musique techno dans Star Wars. Exactement, parce que si tu te souviens bien, dans l'épisode 3 qui avait été fait par George Lucas, moi j'avais été très satisfait par une scène, c'est une scène de spectacle où ils vont à l'opéra. Et l'opéra qu'ils sont en train de regarder, c'est un truc, comme ça se passe hyper loin et il y a hyper longtemps, ils ont imaginé un espèce de truc avec des bulles et puis des espèces de sons de basse totalement chelous, mais eux, ils ont l'air de trouver ça normal, tu vois. On va à l'opéra pour voir ça, c'est un spectacle de qualité, tu vois. Alors, peut-on encore parler de bien et de mal dans Andor, ou est-ce qu'on a vraiment dépassé ce système-là depuis longtemps ? On est toujours du côté de la rébellion, quand même. Je connais peu de petits-enfants qui sont du côté de l'Empire intergalactique et qui rêvent d'être Dark Vador ou l'Empereur. Mais je ne sais pas si on est du côté du bien ou du mal, mais c'est effectivement, Andor, déjà la première saison, expliquait très bien à quel point, pour entrer en résistance et pour aller jusqu'au bout de ses convictions et renverser l'oppresseur, il faut parfois mettre les mains dans le cambouis, et il faut parfois faire des choses qui sont moralement pas irréprochables du tout, quoi. C'est tout l'enjeu de la fameuse tirade du monologue dont on parlait. Là, je l'ai sous les yeux. Je suis condamné, en extrait, je suis condamné à utiliser les outils de mon ennemi pour le vaincre. Je brûle ma décence pour l'avenir d'autrui. Je brûle ma vie pour créer un lever de soleil que je ne verrai jamais. Enfin. Ouais. Il y a un truc très shakespearien en plus quand il est dit par Stellan Skarsgård. Dernière question, faut-il plus de séries comme Andor dans l'univers de Star Wars, ou au contraire revenir à une approche plus épique et classique pour toi, ou est-ce que les deux peuvent cohabiter peut-être aussi? En clair, si je reformule, a-t-on encore besoin de Jedi et de sabres laser? Oui, alors moi je crois que oui. Je pense pas me tromper en disant que manifestement Disney a fait machine arrière avec ses spin-offs et s'est dit, en se plantant avec Han Solo, que les spin-offs, faudrait mieux les faire en série sur Disney+, c'était plus sûr. Donc c'est ça qui continue à nous faire.
Moi, j'aime bien qu'on revienne aux Jedi parce que, par exemple, je sais que il y a des gens qui vont hurler, mais moi, la série sur Obi-Wan Kenobi, je l'avais trouvée assez bonne. Et je l'ai trouvée assez bonne, je vais vous dire pourquoi, parce que je trouvais que c'était une bonne occasion que Ewan McGregor nous montre à quel point il adore son rôle. Il adore ce personnage, c'est pas du tout un truc qu'il a fait pour prendre un chèque et se barrer. Ça lui tient à cœur et je trouve que ça se voit quand on regarde la série Obi-Wan Kenobi. Après ça, je trouve que il y a trop de spin-off issus des différents univers Star Wars. Je sais pas où ils vont les chercher dans les BD, les jeux vidéo, les livres, les jeux. Il y a des trucs qui m'intéressent vraiment pas du tout. Je parle pas que de celle qui a été annulée récemment là. The Acolyte. The Acolyte. Effectivement, ça m'a très peu intéressé, mais Ashoka, ça m'intéresse peu aussi. Je trouve qu'il y a trop de propositions autour de ces Jedi et tout ça. Peut-être qu'on ferait mieux simplement de passer plus de temps à écrire comme ça des belles choses. Je suis hyper enthousiaste que Andor nous propose une plongée dans le monde de Star Wars, loin des Jedi, loin de ce qu'on sait, même un peu loin des dirigeants de l'Empire et tout ça. Visiter le monde, quoi. C'est un peu ce que faisait déjà Rogue One en montrant un rapport d'échelle dans la filmographie et surtout le point de vue des gens avec beaucoup de contre-champs, des plans vers le haut pour montrer la taille des vaisseaux depuis, etc. Et donc, c'est vrai que de retrouver les gens, les vrais, dans cet univers-là, il y a quelque chose qui est un petit peu un vent nouveau. Ouais, absolument. Et j'en profite d'ailleurs pour dire aux gens de Disney+, que si vous voulez, j'ai un super spin-off à vous proposer. C'est un spin-off sur le droïde Gonk. Parce que le droïde Gonk, dans l'épisode 4, on le voit passer dans un espèce de gros vaisseau des Jawa. Le Sandcrawler. Ouais, voilà, dans le Sandcrawler. Donc, il est juste là, il marche. Alors, c'est une brique avec des pieds. Voilà, c'est une brique avec des pieds, c'est ça. Et puis, il marche, il traverse le cadre, il fait Gonk, tout va bien pour lui. Et 2 épisodes plus tard, dans le retour du Jedi, on le retrouve chez Jabba the Hutt. Et il est en train de se faire torturer, brûler les pieds, il hurle et tout ça. Je veux savoir ce qui s'est passé entre les 2 événements. Est-ce qu'il a vendu de la drogue ? Qu'est-ce qui se passe ? Et alors, si Disney nous entend peut-être, mais ça se trouve ça existe en bande dessinée, hein, tu sais. Tout existe. Donc je rappelle évidemment la saison 2 de Andor, disponible depuis le 23 avril sur Disney+, 12 épisodes pour nous mener jusqu'à Rogue One et à ce qu'on connaît de l'épisode 4. Je te propose de laisser de côté la rébellion d'une galaxie lointaine, très lointaine, pour une série Netflix inspirée de True Crime. C'est la chronique Ne cherchez plus de Gauthier. Jeffrey Dahmer, Lyle et Eric Menendez en attendant Ed Gein. Alors t'enchaînes après Mindhunter, hein, Gauthier ? Ouais, c'est vrai. Ça va commencer à se voir qu'il y a une petite fascination pour les true crime là. Donc je vais vous parler de Monstre. Monstre, la série en 2 saisons pour le moment. La première saison s'intéressait au tueur en série Jeffrey Dahmer et la deuxième saison s'intéresse à un crime fait par 2 frères, les frères Menendez. Qu'est-ce que vous faites là-dedans, hein ? Les mauvaises odeurs et les outils électriques à n'importe quelle heure de la nuit. J'entends des cris, ça vient de votre appartement. J'essaie de faire la paix, c'est tout. Vous ouvrez pas votre cadeau. Mangez le sandwich. Alors, pour désamorcer un truc tout de suite, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez ambivalents envers cette série parce que le but, un petit peu, c'est dans le titre, hein, Monstre, c'est de mettre le spectateur dans une position, on va dire, de... Le but, c'est pas d'être en empathie avec des serial killers affreux, etc. Mais le but, c'est de déconstruire l'idée de monstre qu'on s'en fait. Et c'est très intéressant parce que, bon, ce sont des reconstitutions, ce ne sont pas des documentaires. Donc, il y a un acteur qui joue Jeffrey Dahmer dans la première saison. Il y a des acteurs qui jouent les frères Menendez dans la deuxième.
Il y a même des acteurs célèbres là-dedans, hein, puisque dans la saison 2, il y a Javier Bardem qui joue le père de ses deux frères. Chloé Sevigny. Chloé Sevigny qui joue la mère, exactement. Tout ça est extrêmement bien reconstitué et bien joué. C'est très prestigieux. C'est très bien fait. Et le but du jeu, donc, c'est que à la fin de chaque saison, on soit dans une forme, non pas d'empathie, mais de compréhension des actes de ces gens. Et qu'on soit mieux renseigné sur eux. Typiquement, la première saison qui se consacre à Jeffrey Dahmer et qui peut être parfois assez sensationnelle. Hein. Faites attention, parfois faut s'accrocher. Hein. Oui, c'est ça. Quand tu dis sensationnel, c'est pas un terme qualitatif, c'est vraiment au niveau vraiment littéral du terme. Ouais. Moi, alors que je suis pas facilement impressionnable, là, il y avait quelques épisodes qui m'ont un petit peu retourné l'estomac, quoi. Mais c'était tout à fait clair dans ma tête, une fois que j'ai fini la première saison, que je ne pensais plus à Jeffrey Dahmer en me disant le monstre prédateur qui fait des crimes affreux et qui découpe les... Il est ça, bien sûr qu'il a fait ça, mais il a fait ça parce qu'il est très 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 malade. Et à la fin de la saison 1, je me disais pas c'est un méchant, je me disais c'est quelqu'un qui est très malade. Et d'épisode en épisode, on pose extrêmement bien les jalons psychologiques pour expliquer quelle est sa maladie mentale. Une peur d'être abandonné parce que ses parents l'ont abandonné, par exemple. Une volonté une fois qu'il fait une rencontre amoureuse, une volonté de garder la personne avec lui à tout prix, voire même au prix de la mort. Hein. Comme ça, elle va rester là, elle ira nulle part, tu vois. Donc, on voyait, on entrait dans sa tête et on se disait « Ah là 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 là, le foutoir !» les traumas et tout ça. Donc, pour finir, c'est pas de l'empathie. Tu l'excuses pas d'avoir fait ce qu'il a fait. De toute façon, il est mort depuis très très longtemps. Mais tu comprends mieux ce qui a mené à ça. Et dans la saison 2, sur les frères Menendez, c'est pas du tout le même type de crime. Parce qu'on est sur un seul double crime. Mais on n'est pas sur des serial killers. On n'est pas sur des gens qui avaient une méthode et qui ont tué plein de gens. On est sur 2 gosses de riches qui décident de buter leurs parents. Et qui décident de buter leurs parents de manière totalement sensationnelle, quoi. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec des fusils à pompe, ils leur tirent dans la tête. Enfin, le crime est atroce. Et après, toute la série va essayer de nous faire comprendre qu'il y a 2 manières de voir ce crime, puisque eux-mêmes, dans leur défense, quand leur procès est arrivé, ils ont commencé à dire que oui, mais ils étaient abusés par leurs parents. Alors, il va falloir réussir à déterminer au cours de ce procès si est-ce que ce sont 2 gosses de riches complètement débiles qui ont juste essayé de buter leurs parents et de maquiller ça en meurtre de la mafia pour récupérer l'héritage, parce que vraiment le premier truc qu'ils ont fait après la découverte des corps, c'est commencer à flamber le fric, quoi. Donc ça donne vraiment l'impression de ça. Mais dans un deuxième temps, on a commencé à comprendre que leur discours avait changé et que, en fait, ça se comprend mieux, ce crime très, très graphique, si, effectivement, ils ont été abusés par leurs parents. Et là, on aurait des monstres qui sont vachement moins des monstres, qui ont fait un acte monstrueux, mais qu'on comprend mieux. Et en fait, la justice a décidé de trancher dans le sens de la première thèse. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas demandé si finalement ils avaient été abusés ou quoi. Ils se sont juste dit, nous, voilà les faits. Ils ont tué leurs parents de cette manière-là. Ils vont en prison toute leur vie. Mais du coup, tu te dis, ok, donc ça fait plus de 30 ans qu'ils sont en prison, peut-être même 40 ans maintenant. Est-ce que ce sont, eux deux, vraiment des menaces pour la société ? Une fois qu'ils ont tué leurs parents, est-ce qu'ils voudraient, 40 ans plus tard, reprendre des armes pour tuer d'autres gens ? Ça fait un petit peu cas de figure isolé, un truc avec un point d'interrogation. Tu te dis, est-ce que la société fait bien de garder aussi longtemps des gens comme ça en prison ? Donc voilà, c'est du true crime, c'est de la reconstitution historique avec des acteurs, on a bien compris. C'est de très belle qualité, tout ça est chapeauté par Ryan Murphy, il me semble, qui est déjà un très grand showrunner. Et puis ça nous permet de voir sous une lumière nouvelle des choses qui nous paraissaient peut-être opaques et monstrueuses au premier abord. Voilà. Ça s'appelle donc Monsters ou Monstres en français et c'est dispo sur Netflix. C'est dispo sur Netflix. J'en profite simplement pour glisser que dans la saison 2, il y a un épisode, je me demande si c'est le 4 ou le 5, qui n'est qu'un seul plan.
sur un acteur, et c'est un plan qui dure 30-35 minutes, et c'est absolument bluffant. C'est donc à découvrir sur Netflix. Merci Gauthier pour cette recommandation. On va enchaîner tout de suite avec les sorties de la semaine. Au programme cette semaine, la semaine du 21 au 27 avril, ça commence depuis lundi 21 avril avec la saison 2 de The Rehearsal. Est-ce que tu sais ce que c'est que The Rehearsal ? Non. Déjà, c'est super dur à dire. Et ensuite, The Rehearsal, c'est la répétition. Mais c'est super dur à écrire aussi en anglais. C'est sur Max, il y a 6 épisodes. Alors, c'est une série documentaire comique créée et animée par Nathan Fielder. Ok. Je t'explique le concept. Donc, Nathan Fielder, il aide des personnes à répéter des événements importants de leur vie en les simulant avec des décors et des acteurs afin de les préparer à leurs situations réelles qu'ils vont rencontrer après. Et donc là, la saison 2, elle aborde des thèmes un peu plus sérieux comme la prévention des accidents aériens, tout en conservant, bien sûr, tout l'humour caractéristique de la série. C'est hyper bizarre mais ça intrigue du coup. Imagine, t'as plein d'argent, tu as un entretien d'embauche, un mariage, j'en sais rien, et tu flippes un petit peu, et du coup, il y a des acteurs qui vont te mettre en situation avec les moments un peu gênants, les moments de tension, etc., et voir comment tu t'en sors. En gros, c'est ça. C'est marrant, mais du coup, tu te mets à flipper de ta répétition pour les gros événements. Il faudrait faire une répétition pour la répétition de... Où tu te dis, ouais, mais ça s'est passé bien la première fois, donc du coup c'est cool. Fait c'est voilà, ça s'appelle donc The Rehearsal. The Rehearsal. C'est la saison 2, il y a 6 épisodes, c'est sur Max. Depuis lundi toujours, un documentaire poignant d'1h30 sur Netflix qui est réalisé par Pippa Ehrlich qui avait déjà fait La sagesse de la pieuvre, dont on avait pas mal parlé quand c'était sorti. Je crois que ça a eu un Oscar, ce truc-là. C'est possible, puisque je sais que ça avait fait grand bruit. Et cette fois, ça s'appelle Pangolin, les chemins de la vie. Voilà, c'est un documentaire animalier, vous l'avez compris, sur un petit pangolin qui s'appelle Koulou. Et ça raconte l'histoire vraie de Gareth Thomas qui va aller secourir ce bébé pangolin et essayer de le remettre dans la nature. Sauf que, en fait, ce dont parle le film, c'est pas tellement ça. Ça parle de ça, oui, mais ça parle aussi de la réhabilitation et du retour à l'état sauvage. Et à côté de ça, ça met en lumière les enjeux de trafic d'animaux sauvages, l'importance de la conservation des espèces menacées, le braconnage, etc. Et c'est à découvrir donc sur Netflix. Je suis convaincu que ça va être très très mignon. En revanche, je suis surpris qu'en 2025, il y ait des gens qui ont encore envie d'entendre parler de pangolin, quoi. C'est toujours le problème. Depuis mercredi, les fans de tennis peuvent se délecter en 3 épisodes d'une mini-série documentaire qui s'appelle Carlos Alcaraz a mi manera. Donc c'est un documentaire qui offre une immersion dans la saison 2024 du jeune prodige espagnol de tennis Carlos Alcaraz. Donc il dévoile son quotidien, ses sacrifices, ses relations familiales, son approche personnelle du sport, etc. Voilà, donc tous les fans de tennis, faites-vous plaisir. Moi, j'avais fait celle sur le rugby, c'était vachement bien, donc voilà. Oui, et puis Raphaël Nadal n'est plus là, donc tu as toutes tes chances maintenant. Le 23 avril est sorti un film Gauthier, alors attention. Ce n'est pas Piège à grande vitesse, parce qu'il n'y a pas Steven Seagal. Ce n'est pas Speed, parce qu'il n'y a ni Bus, ni Kenny Reeves, ni Sandra Bullock. Ce n'est pas Bullet Train, parce qu'il n'y a pas de Brad Pitt, de Aaron Taylor-Johnson ou de Hiroyuki Sanada. Mais on est dans un concentré d'essence de tout ça. Ça s'appelle Bullet Train Explosif. Ça dure 1h50, c'est sur Netflix. Et c'est un film japonais qui est réalisé par Shinji Higuchi, qui est ni plus ni moins que le monsieur qui a fait Shin Godzilla. D'accord. Donc c'est pas rien. Et donc le pitch, un groupe de criminels place une bombe à bord du Shinkansen, c'est le TGV japonais, en direction de Tokyo, menaçant de l'activer si la vitesse du train descend en dessous de 100 km/h. Les autorités luttent contre la montre pour désamorcer la situation et sauver les passagers. Donc c'est Speed. Bah oui, c'est Speed. Sauf que là, t'es sur des rails. Tu peux pas aller sur un parking et faire des tours. Ouais, c'est un mélange entre Speed et le dernier film de Tony Scott, là, Unstoppable, sur le train fou. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Donc voilà, c'est si vous voulez de l'action, c'est dispo sur Netflix. Qu'est-ce qu'on a d'autre ?
On a une série sur Prime qui est particulièrement mise en avant. Ça s'appelle Étoile. C'est une saison 1, 8 épisodes pour une série dramatique, un peu musicale. Donc c'est créé par Amy Sherman Palladino qui avait déjà fait Marvelous Miss Maisel et par Daniel Palladino qui avait fait lui Gilmore Girls. C'est avec Luke Kirby, mais aussi avec Charlotte Gainsbourg et Lou Delage, actrice française. Et ça va parler donc de l'Opéra français à Paris et du Metropolitan Ballet Theatre de New York qui font un échange de leurs meilleurs danseurs. Et donc ça se passe un petit peu dans les deux pays avec tous les changements culturels que ça peut apporter, etc. etc. Voilà, ça s'appelle donc Étoile et ça fait partie des séries qui comptent chez Amazon Prime. Ah bah, ça a l'air intéressant. Et enfin, on a aujourd'hui, 25 avril, sur Netflix, un nouveau film, un thriller d'action particulièrement musclé qui s'appelle Ravage. Pourquoi je dis particulièrement musclé ? Parce que c'est réalisé par Gareth Evans, à qui on doit le Raid. Et The Raid, c'était assez costaud en termes d'action. Surtout Raid 2, moi, que j'adore. Donc là, on est sur une opération de trafic de drogue qui tourne mal avec un policier sous couverture qui doit sauver le fils d'un homme politique et qui se retrouve plongé dans une ville profondément corrompue où il devra naviguer entre les forces de l'ordre et les criminels pour mener à bien sa mission. Et c'est avec Tom Hardy et Forest Whitaker et Timothy Olyphant. Ouais, ça a l'air bien. Voilà, ça a l'air bien bourrin quand même. Ouais, bien bourrin, mais très bien. Dis donc, on est déjà le 25 avril. On est déjà le 25 avril. Et c'est bientôt ton anniversaire. C'est fou. Et tu sais ce qui est sorti le 21 et le 23 ? Non, dis-moi. Écoute, sur Disney+, on a eu Les Otaries des Galapagos, un documentaire de 52 minutes de National Geographic de David Allen, et c'est lu par Vincent Cassel. Ah, bah, très chouette. Des Otaries et Vincent Cassel, qui peut dire non ? Et le 23, je sais que ça tu peux en parler, ça s'appelle Marvel Spidey et ses amis extraordinaires, saison 3, partie 2. Je crois que ça plaît pas mal à un certain 8e passager. Ouais, effectivement, mon fils est fou de ça et il sait qu'il y a les épisodes qui sont sortis et il trépine d'impatience pour les voir. Ouais. Et c'est assez sympa, hein. C'est du Spider-Man avec des enfants et de la justice très très locale. Très local, ça fait régner la loi et l'ordre dans les bacs à sable. Dans ton pâté de maison. Voilà, exactement. Et on retrouve Spidey, mais il y a aussi Gwen Stacy, il y a aussi Miles Morales, enfin voilà, tous les personnages de il y a Spider-Man, Hulk, il y a tout le monde, ils sont tous là, les Marvels, ils sont là. Ce sera tout pour aujourd'hui au niveau des sorties, c'est là-dessus que s'achève notre émission. C'était Original saison 1, épisode 24. On remercie, comme d'habitude, bien sûr, notre partenaire Cinéma Teaser pour sa confiance et son soutien. Merci les copains. Ainsi que Magic Andou à la production. Merci Andou, et puis on souhaite de très très bonnes vacances à tous les gens qui sont en vacances en ce moment. Comme moi peut-être, par exemple, je ne sais pas. Nous on se retrouve vendredi prochain à 17h pour toujours plus d'actu ciné, séries, doc ou animé, et bien sûr toujours plus de créations originales. Bye bye. Salut.